Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité toulousaine de ce mardi 6 mai. La billetterie pour les barrages de quart de finale donc, du Stade toulousain était ouverte aux supporters aujourd'hui. Engouement assez mitigé, vous le verrez. Coup de projecteur dans cette édition sur le premier centre de formation au pilotage de drones. Il est à Francazal. Enfin, un anniversaire, celui du Château d'Eau, 40 ans que la galerie de photos éblouit les Toulousains. Mais tout d'abord, une bonne nouvelle sur le front de l'emploi, ce sera finalement 180 suppressions de postes et non 270 comme prévu initialement chez Astrium, filiale d'Airbus Group. La direction du groupe a annoncé revoir son plan de suppression d'emplois à la baisse. Chez le fabricant de satellites Astrium, 90 emplois devraient donc être sauvés. Pour autant, du côté des syndicats, on est encore loin de se réjouir, d'autant que le carnet de commandes de satellites continue, lui, à se remplir. On écoute Michel Mollezin de la CGT Astrium au micro de Pierre Bellucci et de Marianne Ribaud tout de suite. Aujourd'hui, ce qu'on constate ici, c'est une surcharge de travail avec une recrudescence des risques psychosociaux et des burn-out professionnels. Donc on dit qu'une intensification du travail ne pourra conduire qu'à une aggravation de cette situation. Et c'est inacceptable quand on sait qu'on gagne beaucoup d'argent et qu'on verse beaucoup de dividendes. Que cette année encore, les dividendes vont augmenter de 25%. Alors la suite pour nous, elle est claire, c'est oui, il faut que le plan social soit abandonné, oui, il faudrait certainement un plan d'embauche, mais pour ce faire, il faudrait que la direction soit transparente sur le plan de charge. Et ce qu'on ne veut pas non plus, parce que la direction nous menace de cela, c'est qu'elle veut qu'on négocie un accord dit d'amélioration de la productivité, en fait un allongement du temps de travail. Alors comme je vous l'ai expliqué, on est déjà dans une situation extrêmement tendue physiquement, psychologiquement. Une intensification supplémentaire conduirait à une catastrophe probablement. Donc on veut aussi refuser ce chantage au licenciement, parce que c'est ça, le chantage au licenciement face à une augmentation de travail. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on va continuer à essayer de mobiliser les collègues. Un seul message, qu'ils arrêtent leur visée économique, qu'ils se penchent sur le futur industriel de notre groupe et de notre industrie. Il y a de grandes perspectives, il y a de grandes choses à faire dans le secteur spatial ou aéronautique. Ils sont en train de le précipiter dans la catastrophe avec cette volonté de faire du fric pour le fric. 8000 billets vendus pour les abonnés. La billetterie du Stade toulousain n'a pas désempli hier. Aujourd'hui, c'est le grand public, les supporters donc, qui ont fait le pied de grue au guichet. Objectif, acquérir le précieux sésame pour les barrages vendredi à domicile face au Racing Métro. Pascal Solaire et Alain Sorat sont allés à la rencontre des supporters des Rouges et Noirs. Je m'attendais à davantage de monde, oui. C'est pour ça que je suis parti en avance. À peine une cinquantaine de personnes faisaient la queue peu avant 14 h pour l'ouverture de la billetterie aux non-abonnés. Pour un quart de finale du top 14 à domicile, ça peut surprendre dans une ville qui respire le rugby, même si la billetterie en ligne était saturée au même instant et que la veille, il s'était déjà vendu 8000 places aux abonnés. Je me faisais un doute hier soir parce qu'ils donnaient 6 places par abonné, alors je me suis dit, oula, d'ici demain, il ne va pas rester grand-chose. C'est un moment qu'il ne faut pas rater ? Non, on s'est dit qu'on y allait parce qu'on a eu de la chance qu'il soit là déjà. La saison n'était pas terrible. Voilà, c'est un vendredi soir. On va passer une soirée à Toulouse sympa, avoir un bon match de rugby. Sur les 18 800 places du stade Ernest Vallon, 15% avaient été réservés aux supporters du Racing Métro. Ils n'en prendraient que 300. Cette saison, l'affluence dans l'enceinte du stade toulousain serait en légère baisse par rapport à l'année dernière. Moins de spectacles, des joueurs clés absents en raison des sélections internationales. Les supporters auraient-ils boudé les Rouges et Noirs? Une chose est sûre, vendredi soir face au Racing, comme à chaque phase finale, tous pousseront derrière leur équipe et le match devrait se jouer à guichet fermé. Ouais, là, il faut espérer qu'ils vont passer les barrages. À domicile, ça devrait aller. Vous êtes confiante? Oui. On y va pour ça d'ailleurs. On va aller voir pour gagner. Ça va être dur. Mais enfin, s'ils ont fait la même partie que samedi, il n'y a pas de problème. Contre le Racing, à la maison, ça va être dur de nous battre. Et après, en demi-finale, comme je dis, Toulon, il va falloir qu'ils choisissent entre la Coupe d'Europe et le championnat. Donc on a nos chances d'être à Paris. Vous les voyez aller au bout? Au bout, oui. Il n'y a pas de raison. C'est le cœur ou la raison qui parle? Le cœur.
Voilà, aller au bout, c'est tout ce qu'on leur souhaite évidemment. Au chapitre politique, à moins de 20 jours des élections européennes, les listes ont été déposées. 25 listes en présence dans le sud-ouest, soit 500 candidats, 20 par liste. 10 sièges de députés européens sont à pourvoir. L'intégralité des listes et candidats dans le sud-ouest est à retrouver d'ailleurs sur le site internet du ministère de l'Intérieur qui s'affiche au bas de votre écran. Et nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier, Louis Alliot, tête de liste Front National pour les européennes dans le sud-ouest, était en meeting hier soir à Martre-Tolosane, commune où le FN a réalisé plus de 13% aux dernières municipales et a obtenu l'un des 5 élus du département. Et selon un sondage IFOP, d'ailleurs, le Front National paraderait en tête des intentions de vote avec 24% des voix, suivi de l'UMP, 22,5%, et puis du Parti Socialiste, 20%. Pascal Solaire et Aurélio Roda ont rencontré Louis Alliot hier. C'est le grand format de cette édition. Louis Alliot, quelle est la ligne de campagne pour ces européennes du FN ? Écoutez, la ligne elle est assez simple. On fait le bilan de cette Europe depuis maintenant une trentaine d'années. C'est-à-dire que l'Europe qu'ont voulu l'UMP et le PS à la fois. On regarde ce qui a fonctionné, pas grand-chose, il faut bien le dire, qui viennent directement des institutions européennes. Et puis on dit c'est peut-être temps de s'arrêter quand on regarde le chômage, la misère, la précarité, les délocalisations, l'immigration massive, le problème de l'élargissement de cette Europe-là. On dit stop, on se pose et peut-être on regarde une autre Europe possible, l'Europe des nations, la coopération entre États. Et puis arrêter, je pense, de se faire imposer des réglementations et des textes que nous ne voulons pas. Faut-il le répéter à l'envi? Mais je pense que les Français ne veulent plus de cette Europe-là. Alors, les partis de gauche font dans l'ensemble campagne contre la politique d'austérité qui est menée en Europe, en disant que c'est Bruxelles qui nous y condamne. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, il y a une certaine hypocrisie à dire après les élections que Bruxelles condamne nos gouvernements à mener cette politique, mais avant, qui a soutenu ce gouvernement? Je veux dire, si la gauche hors PS était cohérente, elle n'appellerait pas à voter pour le Parti Socialiste, car nous savons depuis François Mitterrand que le Parti Socialiste est eurolibéral, qu'il a toujours voté Maastricht, Amsterdam, la Constitution européenne en partie, le traité budgétaire européen. Il a toujours tout accepté de l'Europe et aujourd'hui il vient de nous dire oui mais attention, nous on n'y est pour rien, ce sont les socialistes. Non. C'est une responsabilité collective de la droite, de la gauche, sur une construction européenne ultralibérale, mondialiste, que les peuples ne veulent pas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le peuple français a voté non en 2005 à 55% et que malheureusement, les politiciens, droite et gauche, ont voté oui. Et c'est voilà avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous défendez l'idée de redonner aux nations européennes leur liberté, donc leur souveraineté. En quoi ce positionnement peut aider, en l'occurrence la France, à se redresser économiquement? Est-ce qu'en s'isolant de l'Europe, la France peut vraiment... S'isolant, c'est en rebâtissant autre chose. C'est en sortant justement du carcan qui fait qu'aujourd'hui l'Europe est isolée du monde, puisque la zone euro est la zone qui a connu le moins de croissance ces 10 dernières années. C'est bien qu'il y a un problème, qu'il faut en sortir. Et c'est pour cela que le schéma alternatif à cette Europe-là, eh bien, c'est le schéma monnaie commune, c'est-à-dire unité d'échange pour le commerce européen et international avec nos partenaires européens, mais retrouver notre liberté monétaire nationale, les monnaies nationales, pour permettre justement le fameux choc de compétitivité par la dévaluation et pour permettre à nos entreprises d'être compétitives sur le marché, ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue social et économique et en quoi l'Europe peut aider à cela? Le problème, c'est que l'Europe n'aidera pas puisqu'elle est prisonnière d'une idéologie, donc elle ne changera pas. Elle ne changera que si une majorité d'eurosceptiques siège à l'Assemblée européenne et qu'ils font changer de l'intérieur cette politique-là. Pour ce faire, il faut un minimum de patriotisme économique, ce qui était dans tous les programmes économiques de la présidentielle, mais qui n'ont pas été tenus, notamment par le couple Hollande-Montebourg, et puis surtout par un minimum de protectionnisme aux frontières. Aujourd'hui, nos agriculteurs, nos entreprises de services ou notre industrie se trouvent en concurrence avec la planète entière, alors que dans d'autres pays, il y a un certain nombre de barrières, de filtres, d'écluses, qui sont autant, j'allais dire, de filtres à la libéralisation totale des échanges, parce que je pense qu'il faut protéger un tout petit peu notre économie pour pouvoir protéger nos emplois et redynamiser ce qui reste de tissu industriel en France. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que les textes nous empêchent de le faire. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde
Quel est votre... Oui. Non, je ne crois pas. Je pense que l'Europe à 28 est une Europe qui est, à mon avis, en surcapacité. Déjà à 12, ça fonctionnait assez timidement. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des élargissements, eh bien, ça fonctionne de moins en moins. Quand je pense qu'aujourd'hui, M. Hollande a ouvert des chapitres de négociation avec la Turquie, on peut se demander jusqu'où ils veulent aller. Eh bien, c'est pour cela que je répète, il faut bloquer cette construction européenne, parce qu'aujourd'hui, elle est sur une voie sans issue. Il faut réformer, selon vous, les accords de Schengen? Il faut tout réformer. Il faut sortir de Schengen, il faut suspendre les accords de Schengen pour la France, récupérer le contrôle aux frontières, notamment pour limiter l'immigration et contrôler ce dont personne ne parle, notamment le trafic de drogue aujourd'hui en Europe et particulièrement en France. Voilà, il faut récupérer ce que l'on appelle la souveraineté, parce que sans souveraineté, une nation n'est plus un pays libre, tout simplement. Quel score espérez-vous obtenir ? Écoutez, il faut toujours se méfier des sondages. Je pense qu'ils seront supérieurs à ce que nous avons connu en 2009. Mais on nous donne, on va dire, au-dessus de 20%. J'estime que c'est quelque chose qui serait très positif pour la suite. Voilà, et à voir demain dans notre édition l'entretien avec Philippe Poutou, candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Un mot de transport à présent avec la livraison aujourd'hui de la première rame Régiolis à Toulouse. Le Régiolis, eh bien, c'est le TER nouvelle génération. Il se veut plus accessible, plus confortable, plus écolo aussi, et puis surtout offrant une capacité de remplissage bien plus importante que les traditionnels TER. Les Régiolis s'affichent comme le symbole d'un nouveau démarrage pour la SNCF et Réseau Ferré de France. Il porte clairement les espoirs d'une plus grande qualité de régularité de service pour les passagers. François Guinle, Aurélio Roda. Des prises électriques entre chaque siège, des lumières individuelles, une accessibilité renforcée pour les personnes à mobilité réduite. Le dernier né des TER se veut la référence en termes de confort. Il est aussi 20% moins gourmand en énergie. C'est une fierté pour Alstom, son fabricant, et une source d'emploi en Midi-Pyrénées. C'est un train qui concerne tous les sites industriels d'Alstom, mais en particulier le site de Tarbes, qui emploie aujourd'hui 700 personnes. Et 20% de l'activité de ce site jusqu'à mi-2016 est concernée par la production des chaînes de traction, qui sont l'un des organes clés de ce train Régiolis. 25 rames de ce type seront mises en service dans l'année, un investissement de 184 millions d'euros pour la région. Le but, séduire les usagers à hauteur de 20 millions par an en 2020 contre 11 millions actuellement. Une rame qui doit aussi participer à plus de fiabilité sur le réseau. En février dernier, Martin Malvy a rappelé ses obligations à la SNCF. L'objectif de régularité horaire, de trains qui n'ont pas plus de 5 minutes de retard, et les objectifs sur le nombre de trains qui circulent en pourcentage du nombre de trains total. Un parc neuf, c'est aussi un parc plus sûr, plus fiable. Et comme notre objectif, nous, c'est la plus grande fiabilité du système pour les voyageurs, ça s'imposait à la fois en termes de confort, bien sûr, et également en termes de fiabilité du matériel. Les retards sur le réseau, plus particulièrement sur le quart nord-est de Midi-Pyrénées, c'est une histoire ancienne pour la SNCF. Elle compte sur ce Régiolis pour écrire une nouvelle page où la ponctualité ne sera pas à la marge. On va avoir un train qui va être évidemment plus moderne, donc qui ne tombera pas en panne, qui va apporter davantage de capacité. Donc du coup, peut-être est-ce qu'on gagnera aussi de la souplesse dans l'utilisation et puis une plus grande fiabilité globalement. Si vous mettez plus d'usagers dans un train, à certaines heures de pointe, vous pouvez du coup en faire passer un de moins. Et du coup, ça vous donne un petit peu de respiration sur l'utilisation des sillons. Ces trains peuvent transporter un maximum de 400 voyageurs. À partir du deuxième semestre 2016, 7 autres Régiolis viendront compléter le dispositif. Et si à vos heures perdues, vous appreniez à piloter un drone, l'idée n'est pas si farfelue. Pour preuve, le premier centre de formation au pilotage de drone vient d'ouvrir ses portes sur l'aéroport de Francazal, à côté de Toulouse. À qui s'adresse ce centre et quels sont les prérequis pour suivre une formation de pilotage de drone? Nathalie Vitezac et Aurélio Roda ont mené l'enquête pour nous. Regarder. 10 h du matin à la société Airborne Concept, dernier préparatif avant l'essai d'un drone. Pas de temps à perdre pour cette société toute fraîche qui a déjà son agenda rempli jusqu'en 2015. Déjà une vingtaine d'inscriptions depuis le 14 avril, pour la majorité à des fins professionnelles. Alors pour piloter un drone, le simple prérequis, c'est d'avoir le brevet théorique du pilote du LM qui se passe à la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Pour
autant, une fois la formation acquise, certaines formalités sont nécessaires pour piloter un drone en toute légalité. Ce qu'impose la DGAC pour utiliser un drone de façon légale. En fait, elle impose un drone qui soit certifié par la DGAC, ensuite d'avoir au minimum le brevet théorique du pilote du LM, ainsi qu'un manuel d'activité particulière, qui est un dossier assez compliqué à remplir, à rédiger et à déposer auprès de la DGAC également, qui, à l'issue de son dépôt, vous autorise ou non à pouvoir utiliser un drone dans le civil. Ici, on vous prépare également à la théorie du brevet du LM, mais cette jeune société a aussi un projet pour le moins original. Airborne Concept a pour projet de traverser l'Atlantique avec un drone, donc ce serait une première, sachant que nous travaillons au développement de drones expérimentaux pour le compte de tiers qui nous permettent d'envisager des solutions techniques, notamment en termes d'hybridation énergétique, qui nous permettent de réaliser ce rêve en commémoration de l'aéropostale. Aujourd'hui, les applications les plus courantes du drone sont les vidéos et les photos aériennes. Attention cependant au risque d'encourir une atteinte à la vie privée d'autrui. D'ailleurs, comment est-il possible de pouvoir contrôler ces activités ? C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Je vous le disais en titre, la galerie du Château d'Eau célèbre ses 40 ans. C'est en avril 1974 que le célèbre photographe toulousain Jean Dieuzaide en prenait la tête. Depuis, le Château d'Eau est devenu un lieu incontournable de la photographie à Toulouse. C'est un reportage encore de Nathalie Vitezac. Superbe, magnifique. Je suis assez surpris parce qu'on aurait dit un phare, donc en bord de Garonne. Je me suis dit, tiens, il y a une exposition, je vais aller voir. Une architecture remarquable, un lieu d'art au rayonnement international, la galerie du Château d'Eau est devenue un haut lieu de la photographie depuis 40 ans. Il s'est ouvert aux esthétiques contemporaines sans pour autant renier l'apport de l'histoire. Le Château d'Eau, c'est un bâtiment du 19e siècle qui est classé sur les listes supplémentaires des monuments historiques. Il servait d'hangar à outils pour les cantonniers du bord de Garonne jusque dans les années 60, jusqu'en 1974 où par chance, la mairie a décidé d'en faire une galerie et que Jean Dieuzaide a œuvré pour que ce lieu devienne un espace dédié à la promotion de la photographie d'auteur. Le Château d'Eau abrite également un des plus importants centres de documentation consacrés à la photographie en France. Pour ces 40 bougies, la galerie proposera à la rentrée une exposition exceptionnelle réunissant les pionniers du lieu, Robert Doisneau et Jean Dieuzaide. 40 ans, c'est l'âge de raison, et puis c'est un nouveau départ. C'est peut-être une nouvelle naissance, mais c'est comme ça que je l'avais vécu, avec tout le savoir qu'on a acquis, et puis une nouvelle énergie, et c'est ce que je souhaite pour le Château d'Eau. Voilà, et à voir jusqu'au 18 mai au Château d'Eau l'exposition de Ouija qui s'intitule L'œil de New York. Il s'agit de portraits en noir et blanc de la vie nocturne pris à Manhattan dans les années 30, des années 30 aux années 60. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour un point complet sur l'actualité toulousaine. Excellente soirée sur TLT.